Bonjour Rod, Salut Greg, ça va? je suis ravi de te retrouver pour entamer ce top 10 de notre top 100 des meilleurs joueurs de l'Air Open sur le circuit ATP. On approche du but, on a eu une dernière émission très belle en termes de contenu, avec des très beaux noms, avec beaucoup de titres. Mais Ah là, là, on il va, n'y a plus, et là, il y a plus que des beaux noms, hein. parce que les noms, on les connaît, maintenant c'est l'ordre qui va compter. C'est qui on met devant qui. Et on va arriver aujourd'hui donc du 10 jusqu'au 4. Et puis on se fera une nouvelle émission pour le top 3. Parce que ce sera une émission à part, évidemment. Rod, Allez, on y va. on va attaquer tout de suite et je vais du coup attaquer, puisque je vais mettre fin au suspense avec Andy Murray, que j'ai mis en 10e position. Alors pourquoi je l'ai mis dans mon top 10? Certains vont trouver ça honteux, scandaleux, beaucoup trop haut. En tout cas, je sais qu'Andy Murray n'a pas beaucoup de supporters en France, mais c'est vrai que, encore une fois, toi comme moi, on a essayé d'être le plus objectif possible. L'idée n'était pas de placer des joueurs qu'on aimait bien à telle place. Il y a forcément une subjectivité, une sensibilité différente par rapport à la personnalité d'un joueur ou par rapport au style de jeu d'un joueur, surtout pour toi qui a été joueur de très haut niveau, donc tu peux te reconnaître à travers certains joueurs. Mais encore une fois, Andy Murray, j'ai jamais été fan spécialement de ce joueur, donc il n'y a aucune raison personnelle pour que je le mette 10e. Mais les raisons, elles sont pour moi totalement factuelles. Euh, et la raison principale, c'est qu'il a vécu durant le Big Three. Voilà, c'est qu'il a été le seul à résister à Nadal, Djoko et Federer. Et résister, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 grands chelems et 8 finales en plus de ces 3 grands chelems. 8 finales à chaque fois perdues contre Djoko et contre Federer. Donc on peut dire que pour le coup, il n'y a pas eu de débat. Et puis c'est aussi 10 demi-finales dont 9 perdus contre le Big Free. Donc ça fait quand même au total 21 demi-finales de Grand Chelem. Donc ça montre quand même la régularité du bonhomme, dont 17 fois battu dans le dernier carré d'un Grand Chelem par l'une des 3 légendes. Et au-delà de ça, il a quand même réussi à gagner un Masters, à faire une année 2016 époustouflante en finissant numéro 1 mondial, ce que finalement personne n'a réussi à faire depuis Ouais, c'est ça surtout. C'est ça que les surtout trois ont qui est. réussi à être au plus haut niveau. Donc ça va faire bientôt 20 ans qu'on attend un nouveau numéro 1 à part Murray. C'est en plus cette finale de Masters, c'est 3 finales également en Masters, une Coupe Davis, 2 médailles d'or au JO. Quand on sait le poids d'une médaille d'or au JO aujourd'hui, le rêve de Federer, par exemple, on peut imaginer ce que ça peut représenter. Il en a gagné 2, Et de et, Djokovic aussi, hein. et de Djokovic aussi, tout à fait. Et puis, il y a, pour finir, c'est 14 titres en Masters 1000 et 5 finales. Voilà. Donc, c'est vrai que par rapport aux autres joueurs qui naviguent dans le circuit depuis 15-20 ans, on voit que Stan, je crois de mémoire, n'a qu'un seul Masters 1000. On voit que Tsonga en a gagné. Il y en a très peu qui en ont gagné plus de 2, on va dire, des Masters 1000. Et les ogres ont tout ramassé, sauf Andy Murray qui a réussi à en prendre 14. Et c'est pas pour rien qu'on l'a intégré dans le Big Four. Donc voilà pourquoi moi j'ai mis dans le top 10, parce que je me suis posé la question, est-ce que, parce que les joueurs que j'ai cités la dernière émission, les Becker, les Hedberg et toute la compagnie, comment ils auraient vécu avec Nadal, Djokovic et Federer? Qu'est-ce qu'ils auraient fait? On n'aura jamais la réponse, évidemment. Mais est-ce qu'ils auraient fait mieux ou moins bien que Murray? Je ne peux pas le dire. Et en tout cas, je ne suis pas certain qu'ils auraient fait mieux. Et je trouve que ce qu'a fait Murray, malgré tout, ça reste quand même une valeur au-delà de sa personnalité, de son esprit combatif. Voilà, je trouvais que ça, on peut ne pas être d'accord avec le fait de mettre dans le top 10, mais j'ai vraiment, peut-être que j'ai surinterprété le contexte pour le coup, parce qu'effectivement, au niveau du jeu purement tennistique, bon, il n'envoie pas du rêve, c'est certain, il n'a pas un coup magique qui fait qu'il ne soulève pas les foules, mais je trouve malgré tout qu'il a été présent dans de très grands matchs, que pour faire des grands matchs, il faut être deux, et qu'on a souvent un peu minimisé aussi le fait qu'en face des adversaires de Murray, il y avait un Murray qui se battait et qui les poussait dans des 5-7 interminables, qui les poussait à se battre. Et j'ai aussi un peu pris en compte l'état d'esprit du joueur, voilà, son côté bagarreur, son côté hargneux, et le fait de n'avoir jamais abandonné, alors qu'il aurait très bien pu en 2014, 2015 se dire j'y arriverai jamais, je n'y arriverai jamais. Et puis non, il a résisté et il a fini par y arriver. Et voilà, c'est ça que j'ai voulu récompenser. Non, mais tes arguments sont assez recevables. Il y en a deux qui me semblent ressortir du lot. C'est la fin 2016, où effectivement, il prend les commandes du tennis mondial. Période où il y en a quand même 2 sur 3 qui jouent un peu moins bien.
du Big Free quand même. Mais malgré tout, il fait une fin d'année extraordinaire et il domine le tennis mondial, ce que, comme tu l'as dit, personne n'a réussi à faire à part lui. Et puis le deuxième élément, c'est les JO. Pour moi, il y a 2 JO, mais on a du mal à les mesurer aujourd'hui parce qu'on n'a pas un recul non plus terrible. C'est nouveau, Que c'est tous les ouais. 4 ans, on n'en a pas eu tant que ça. Malgré tout, lui a gagné 2 fois. Et peut-être que dans 50 ans, on dira Andy Murray est le seul joueur à avoir gagné 2 médailles d'or au jeu. Donc, c'est un élément qui est assez important. Je trouve tes arguments recevables. Voilà. Merci, Rod. Merci beaucoup. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai mis Stéphane Edberg. Pourquoi je le fais rentrer dans mon top 10 ? Parce d'abord, en simple, il a eu comme une très, très belle carrière, évidemment. Il a été numéro 1, mais il a aussi été numéro 1 en double. Il a été numéro 1 junior aussi. Il est champion du monde en faisant le Grand Chelem. C'était un joueur polyvalent, attaquant, qui a réussi à s'exprimer sur toutes les surfaces, qui a été quand même capable de gagner des tournois sur terre aussi. Ouais, le seul petit truc, effectivement, c'est qu'il n'a pas décroché Roland-Garros. Il a été en finale dans un match, à mon sens, où il aurait vraiment pu s'imposer. Et voir un vrai attaquant, un pur attaquant comme lui, gagner avec déjà la concurrence actuelle et déjà des joueurs sur terre qui étaient quand même difficiles à manier. Je trouve qu'avec tout ça, il méritait d'être dans le top 10. Oui, je ne peux pas te contredire. Je l'ai mis 11e, donc effectivement, on va pas tourner autour du pot. Le Suédois, qui aura marqué aussi une génération par sa classe, par son style, par sa personnalité, par vraiment un gars super. J'ai eu l'occasion de m'entraîner avec lui à l'époque où il jouait. J'ai joué contre lui aussi en double, pas en simple, malheureusement. Ça fait partie des joueurs que j'ai pas joué, que j'aurais bien aimé jouer. Voilà, c'était un gars en plus, comme tu dis, beaucoup de classe, très fair play, très bien éduqué. Pour moi, je crois que un des plus beaux services volés, ou le plus beau service volé avec la volée de revers. La volée de coup droit, un peu moins fan. Je trouvais par exemple qu'un pas de cache avait une meilleure volée de coup droit. Je parle pas forcément dans l'efficacité, mais dans la technique. La volée de revers d'Edberg était quand même assez incroyable. Et moi, j'aimais aussi le regarder, cette façon de se mouvoir au filet. C'est ce qui m'a toujours impressionné chez lui. Joueur extraordinaire pour moi. Forcément, vu ce qui reste, il y a forcément un Américain qui va sortir à un moment. Donc, mon 9e est américain. Donc, tu vas me dire, moi aussi. Moi aussi. Ça va pas beaucoup nous avancer. Moi, le mien, il est gaucher. Ouais, mais bon, voilà. Donc, je te laisse dire le prénom, puis moi, je dis nom de famille, si tu veux. Alors, on avance. Allez, vas-y. Allez, je dis John. Moi, non. Voilà. Mais on n'a pas le même. D'accord. Donc, toi, tu as mis McEnroe. Moi, j'ai mis John McEnroe. J'ai mis John McEnroe en 9e position. C'était assez difficile, mais finalement, par rapport à tous les noms qui restaient, au-delà évidemment de sa forte personnalité et du charisme qu'il a eu, ça, il n'y a pas de problème. J'ai trouvé que dans les stats, dans le palmarès, finalement, c'était celui qui avait peut-être un petit peu moins de palmarès que les autres. Alors, on va quand même rappeler 77 titres, numéro 1 mondial en simple et en double. Alors, c'est ça qui m'a… J'ai hésité longtemps parce qu'être numéro 1 en simple et en double, c'est quand même quelque chose avec 9 grands chelems en double. Et en même temps. Et en même temps, c'est ça. Donc, c'est vrai que ça a été un argument qui m'a longtemps fait hésiter. Et puis, finalement, les noms que j'ai mis en 8, 7 devant lui, je n'ai pas réussi à les mettre derrière McEnroe. 4 US Open et 3 Wimbledon. Il y a une finale à Roland-Garros perdue qui aurait pu lui permettre de gagner sur les 3 surfaces. Ça n'a pas été le cas. 5 Coupes Davis, 3 Masters. Évidemment, un palmarès monstrueux, le Johnny. Mais il fallait faire un choix. Moi, j'ai mis un Américain aussi. Et pas un John, j'ai mis un Jimmy, moi. Moi, j'ai mis Jimmy Connors. Je l'ai mis 8e. Donc moi, j'ai inversé. Je peux te dire, j'ai mis McEnroe en 8 et toi, on a juste inversé. On a inversé Connors et McEnroe. Pourquoi moi, j'ai mis McEnroe devant Parce que McEnroe a été numéro 1 en simple et en double en même temps. Pour moi, ça a une valeur immense. Et puis, après avoir vu Noah gagner en 83, en 84, je suis vraiment intéressé au tennis. Et cette finale de Roland-Garros reste pour moi contre Lendl, un match inexpliqué, inexplicable. Tellement ce McEnroe de cette année 84, il dominait le tennis. Voilà. Donc, je l'ai mis en 8e pour cette raison-là. Et puis, Connors, juste
je le mets en 9 parce que ça reste un immense champion, Jimmy Connors, à une période que j'ai un peu moins connue, même si je me suis retrouvé sur des tournois avec lui sans le jouer, là encore. J'avoue que je n'ai pas forcément apprécié l'homme, le comportement de l'homme dans les tournois, donc peut-être que ça aussi, ça a joué. Connors, pour moi, c'est tous ces tournois gagnés. Voilà, c'est ça la plus grosse perf, même si je le tempère un peu parce que j'ai le sentiment que quand même, il y a beaucoup de tournois qui ont été reportés aux États-Unis qui étaient finalement des tournois assez faibles par rapport à aujourd'hui. Ça, je pense que c'est pas du tout comparable. C'est comme s'il avait gagné 50 ou 60 ATP 250, quoi. C'est ça pour C'est toi, un peu le sentiment que j'ai. Alors, en même temps, je suis un peu gêné de dire ça parce que oui, parce qu'on n'était pas là pour, c'est juger, pas la réalité. Malgré tout, Connors reste un joueur fantastique. La combativité, la hargne. Il a été à cheval sur 2 types de joueurs. Il est sur 3 décennies. Sur les Santana, il est sur les Borg, les Villas. Puis moi, il va être sur les Becker, Lendl. Il fera une demi-finale de l'US Open à 39 ans. Je t'avoue que c'est ce qui a fait que moi, je l'ai mis juste devant McEnroe. Ça a été ce poids-là. Alors, soit j'aurais pu appuyer sur le fait que McEnroe était numéro 1 en simple et en double, ou alors appuyer sur les 25 ans de carrière de Connors, sur les 31 demi-finales de Grand Chelem. Parce qu'au final, bon, après, tu vas me dire, en 25 ans, forcément, il y a plus de chances qu'il fasse plus de demi-finales parce qu'il a joué beaucoup plus que McEnroe. Mais McEnroe, bon, au final, c'est quand même 4, 5, c'est 18. C'est quand même une dizaine de demi-finales de moins. Bon. Et puis, oui, c'est tous ces records battus aussi par Connors quand même. Je trouve que dans l'histoire du tennis, quand j'ai pesé le pour et le contre, je dis qu'est-ce qu'on retiendra aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on met quand même un peu plus en avant Jimmy Connors, qui est sur toutes les lignes de palmarès possibles et inimaginables. Quand d'ailleurs Roger Federer arrive à battre un des records en cryogénie. Donc, je me dis, voilà, j'ai appuyé plutôt là-dessus. Mais la popularité, tu n'en parles pas de la popularité. La popularité aujourd'hui, c'est McEnroe parce qu'aujourd'hui, si tu parles avec les gens, si tu demandes de citer la plupart des joueurs, ils vont d'abord te citer McEnroe avant de te citer Connors. Voilà, et puis, c'était les frères ennemis, hein, les deux. Ils n'étaient pas de la même classe sociale. McEnroe qui faisait partie, son père était avocat, tout ça. Enfin, voilà, c'était le New-Yorkais entre guillemets, un Américain de l'Amérique profonde qui était Jimmy Connors. Moi, je trouve que ça se vaut. Voilà, ça se vaut, voilà. Après, on est 8 ou 9, donc c'est vrai que ça se joue à rien. On chipote sur les détails. La longévité de Connors a été assez incroyable. Il fait cette demi à l'US Open en 91 où il a 39 ans, qui à mon sens il n'aurait pas pu la faire aujourd'hui parce qu'il aurait été exclu tellement il ne s'est pas très bien quand même comporté, mais qu'il se passait un truc autour de lui à l'époque, personne n'était capable de lui dire quoi que ce soit. et je pense que les gars qui l'ont joué sur ce tournoi-là, ils s'en rappellent encore. Voilà, ça a été 2 légendes du tennis. Aujourd'hui, McEnroe, on le voit encore, il est encore commentateur. C'est vrai que Connors est beaucoup plus discret. Moi, je pense que aussi en termes de tennis pur et de la façon de manier la raquette, il me semble que McEnroe avait un petit quelque chose supplémentaire. Ok. Et dominer le simple et le double en même temps, personne ne l'a fait après ça. Même si Edberg a réussi à être numéro 1, il ne l'a pas fait en même temps. Là, c'était vraiment avec Peter Fleming, John McEnroe, c'était le meilleur en simple et c'était le meilleur en double en même temps. Ça paraît incroyable, on ne peut même pas imaginer ça aujourd'hui. Personne ne peut imaginer un Djokovic numéro 1 en simple et numéro 1 en double en même temps. Un Djokovic gagner tous les grands chelems en simple et en double, oui, c'est sûr que ça serait… Ce serait complètement fou. Ce serait complètement fou. Même si ça fait déjà 25 ans qu'un joueur n'a pas gagné en simple et en double en même temps. Bon, après, ce qui aurait pu faire basculer pour moi la balance du côté de McEnroe, c'est s'il avait gagné ce Roland-Garros. Voilà. Parce que pour le coup, Connors, il y a un vrai bémol sur lui, sur la terre battue, un vrai bémol. Et si McEnroe avait gagné ce Roland-Garros, clairement, je pense que là, j'aurais eu l'argument pour faire passer McEnroe devant Connors. Voilà. Ça s'est joué à pas grand-chose. Moi, je l'aurais fait passer, mais si Connors avait été performant sur terre, il ne l'a pas été non plus. Voilà. Enfin, comparativement aux autres surfaces. Donc, on a donné notre 9 et notre 8 en inversé. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de nom en commun. Je vais te laisser la main pour ton 7e. Est-ce que c'est un Américain? Pas du tout.
Bon, pas du tout. Pour moi, le septième, c'était à un moment, ça a été le troisième du trio, quoi. Celui que les deux autres détestaient, qui était Ivan Lendl. Voilà, donc c'est lui que j'ai mis le tchèque, puis qui a été naturalisé américain. C'est lui que j'ai mis en septième position. Très bien. Et alors, moi, Lendl, je l'ai mis en 6. Et qui tu as mis en 6, du coup, juste pour voir si on a de nouveau inversé? Et moi, j'ai mis Agassi. Voilà, moi aussi, j'ai mis Agassi en 7. Bon, donc on va faire que des croix comme ça. Hein. On peut faire des croisés, c'est bien aussi. On peut faire que des croisés, donc c'est très bien. Alors, mais en même temps, c'est parfait pour le coup, parce que le débat va exister. Donc, pourquoi tu as mis Agassi juste devant Lendl? La raison principale pour laquelle je l'ai mis devant, c'est qu'il a gagné les 4 tournois du Grand Chelem. C'est pour moi là. Oui, non, mais la raison principale, pourquoi je l'ai mis au-dessus de Lendl, parce que Lendl, il a fait finale à Wimbledon, il n'a pas gagné. Agassi, oui. Agassi a gagné les 4. Plus les Jeux Olympiques aussi, il ne faut pas oublier qu'Agassi a gagné. C'est pour ça que je te dis, en fait, Agassi est le seul joueur, et c'est vrai que ça aurait pu être l'argument pour moi, mais encore une fois, j'ai préféré choisir un autre argument plutôt en faveur de Lendl, c'est qu'Agassi est le seul à avoir remporté les 7 titres majeurs du tennis, c'est-à-dire les 4 grands chelems, le Masters, les JO et la Coupe Davis. Ouais, il a tout gagné. Il les a tous gagnés, et c'est le seul. Voilà. Donc c'est vrai que c'était l'argument pour Agassi. Après, on peut broder avec tout ce qu'il a amené aussi. Hein. Ça a été le short en jean à Roland-Garros quand il est arrivé avec ça. Ça a été une révolution. Cette silhouette pour jouer, son style de jeu, la façon dont il s'entraînait avec Nick Bollettieri, a frappé énormément de balles au panier pour s'entraîner. Voilà, enfin, tout ce qu'a pu représenter André Agassi, qui a été une vraie star du tennis, plus que beaucoup de joueurs, hein, même qui ont son palmarès, évidemment Lendl. Mais encore aujourd'hui d'ailleurs, Agassi est beaucoup plus connu, par exemple, et beaucoup plus apprécié, aimé que Pete Sampras. On en reparlera parce que la personnalité est totalement différente. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Agassi, ça parle plus que Lendl. C'est Agassi. Non, mais c'est une star. C'est presque une marque, c'est vrai. Lendl n'est pas une star, voilà, alors qu'Agassi, oui. Mais ça ne pouvait pas pour moi être un argument suffisant pour mettre l'un ou l'autre devant. Moi, c'est vraiment le fait qu'il ait tout gagné, voilà, qui m'a fait mettre Agassi devant. Après, si on parle régularité, si on parle d'autres palmarès, Lendl, c'est 10 finales de l'US Open d'affilée. C'est 8 d'affilée. 8 d'affilée à l'US Open et 9 finales du Masters d'affilée. En fait, mon argument, ça a été le poids pour Lendl, ça a été sa régularité. Bon, numéro 1 mondial, 270 semaines, donc quasiment plus de 5 ans. Plus de 5 ans numéro 1 mondial. Voilà, c'est 8 grands chelems, ça c'est comme Agassi. 11 finales, 9 demi, et puis c'est 5 Masters remportés. Ça pour moi, ça a été c'est un poids avec 9 finales de Masters consécutives. Voilà, voilà, ça a été ce poids-là. Maintenant, c'est vrai qu'en termes d'image, en termes de renommée, en termes de renom, effectivement, Agassi est devant. Après, encore une fois, il y a une place d'écart. Hein. C'est marrant comme quoi ces petits micro-détails, on fait basculer un joueur devant l'autre. Ça ne se joue à pas grand-chose. Voilà. Et puis Lendl, c'est quoi mec, il y a aussi eu le poids dans le jeu, en fait. Et d'ailleurs, McEnroe l'avait très bien dit à propos de Lendl, qui a été pourtant son plus grand ennemi sur le court. Hein. Même McEnroe a dit que Lendl avait eu le plus d'impact dans le tennis moderne par son apport au professionnalisme et la rigueur qu'il a apporté. Voilà. C'est ce que j'allais te dire. Pour moi, ça a été le premier joueur professionnel. Un vrai joueur pro, quoi. Qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, il avait un diététicien, un préparateur physique. Il jouait qu'avec des raquettes neuves. Voilà, tu vois, ça a été. C'était ce petit micro-détail qui fait que, allez, je l'ai fait basculer, allez, 1% devant Agassi. Il a été le premier professionnel d'aujourd'hui. Voilà. Borg a été quasiment le premier à avoir un coach en permanence. Voilà. Mais Lendl a été vraiment en tout cas de l'extérieur, on a eu ce sentiment-là aussi. Et tu vois, je ne savais pas que McEnroe l'avait dit dans la presse aussi, que voilà, effectivement, il a pesé Lendl sur le tennis qu'on a aujourd'hui, en tout cas la façon de se gérer qu'ont les joueurs pro aujourd'hui. Bon, voilà, écoute, j'aime bien ces petits débats qu'on a là, parce qu'au final, on est
pas tout à fait d'accord, mais pas non plus en désaccord. Donc Moi, si tu veux, j'ai aucun problème à inverser. Voilà, à mettre Lendl tout à fait. Non, mais tout à fait. J'aurais pu tout à devant fait ou à mettre mettre Lendl Agassi. derrière. Exactement. Après, c'est une Exactement, je suis d'accord. sensibilité. C'est aussi qu'en tant que spectateur ou téléspectateur, je préférais voir jouer Agassi que Lendl. Oui, voilà. Là, c'est sûr que là, si tu prends par les sentiments, oui, là, c'est sûr qu'Agassi, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, il y a énormément de matchs disponibles sur YouTube de matchs d'Agassi en intégralité. Et c'est vrai que. Ouais, et puis tu sais, Agassi. On salue d'ailleurs le travail de nos confrères d'Eurosport qui, très souvent, font des revivals des plus grandes affiches, des plus grands matchs de tous les grands tournois. Et il y a souvent des matchs avec Agassi, évidemment, parce que c'est un joueur qui a. Ouais, et puis tu sais, il y a un exceptionnel. élément, c'était un attaquant de fond de cours, comme on pouvait Lendl aussi, on aurait peut-être pu l'assimiler un peu comme ça. Et Agassi va réussir à faire ce que Lendl n'a pas réussi à faire, à gagner Wimbledon, tu vois, alors qu'il n'était pas à l'aise sur cette surface. Et il va être le premier joueur à gagner Wimbledon en jouant du fond du court, en pratiquant un tennis qu'on pratique aujourd'hui, mais avec un gazon qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Ça, c'est vrai que c'est un Donc, il va réussir Agassi, cet exploit-là de battre Ivan Izevich en jouant du fond du court. Et Lendl n'a pas réussi à le faire. Il a essayé, il a été tout proche. Encore une fois, on parlait de professionnalisme. Lendl, tu vois, il aura poussé ce professionnalisme à zapper Roland Garros pour essayer d'aller glaner le titre à Wimbledon. Et malheureusement pour lui, il échouera en finale. Oui, c'est vrai que c'est un petit argument en faveur d'Agassi. Morod, on arrive dans le top 5 là. On arrive dans le top 5. On n'a plus que 2 noms à donner avant le Big Three. Bon, les 2 noms, c'est Borg et Sampras. Alors, est-ce que pour une fois, on va les mettre à la même place? On va voir. Donc, est-ce que je vais te reposer la même question? Parce qu'on avait fait la même question pour le 2e. J'ai fait la même pour le 7e. Est-ce que ton 5e est américain? Oui, mon 5e est américain. Oui, ok. Là, on sera enfin d'accord là-dessus. Sur Pistol Pete en 5e position de ce classement du top 100. Je te laisse la main pour Pete Sampras que tu connais bien. Est-ce que tu l'as joué, Pete? Je l'ai joué 2 fois, oui. Oui, c'est pour ça que je te lançais là-dessus. Je l'ai joué 2 fois. Alors, un des arguments pour lequel je l'ai mis derrière Borg, c'est son niveau de jeu sur terre battue. Et pourtant, je l'ai joué 2 fois, je l'ai battu sur dur et je l'ai perdu sur terre. Tu vois, donc c'est un argument que j'aurais pu mettre de côté sous silence pour que. Tu vois, mais pas du tout. Pas du tout. Et évidemment, Sampras, immense carrière. Les Masters, gagner ses 14 grands chelems. On va les rappeler, 64 titres, donc 14 grands chelems. Il a longtemps été le leader au classement des grands chelems, avec 4 finales, finalement, donc assez peu de finales perdues en grand chelem. 14 victoires pour 4 gagnés, ça montre quand même la force mentale de Pete, mais on en reparlera parce que j'ai un petit argument là-dessus, j'ai des stats qui viennent l'appuyer. 5 Masters remportés. Un joueur très solide du fond du court. Mais comme tu disais, petit bémol sur la terre battue. Alors, pourquoi il n'était pas si bon sur terre battue? C'était un problème de glissade, de qualité de déplacement Pour 2 raisons. C'est qu'il a joué toute sa carrière sur sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire en gros de joueur de dur, et que j'ai le sentiment, encore une fois, peut-être que je me trompe, qu'il n'a jamais vraiment fait l'effort pour dire, cette année, je me prépare et je veux gagner Roland Garros. Je travaille mes glissades parce que c'était pas un joueur qui avait des bonnes glissades sur terre par rapport aux autres. Il arrivera à gagner quelques tournois sur terre, dont Rome. Rome avec des conditions qui sont quand même des conditions, une terre battue qui est assez rapide, donc il lui convenait quand même assez bien. Il gagnera peut-être à Kitzbühel aussi une année, donc là en altitude, donc c'est pareil, c'est pas la même terre battue qu'à Paris. Il fera une demi quand même à Roland Garros. Je crois que cette année-là, il aurait peut-être pu aller vraiment au bout. Malheureusement pour lui, il a eu un sale tableau. Il a eu un très, très sale tableau. Il a été obligé quasiment de batailler à chaque tour pour pouvoir aller jusqu'en demi. Et quand il arrive en demi, il est cuit. Voilà, donc je crois qu'il perd contre Kafel, contre Kafelnikov, il perd. Mais il est vraiment bien entamé. Donc, il aurait pu quand même s'imposer parce qu'il a fait quand même 2-3 matchs quand même tout à fait corrects sur terre battue. Il perd contre Café en 3-7, mais il avait eu effectivement, je regarde, Todd Martin,
Gustafsson, Jim Courier, Sergi Bruguera avec que des 5-7. Hein. Donc, voilà, donc il arrive de mémoire comme ça, il arrive, il est quand même bien totalement cuit. Mais il jouera, pour moi, jamais il aura, même tout en gardant son identité de jeu, il jouera jamais, il essaiera jamais d'adapter son jeu à la terre battue. Voilà, il jouera comme il jouait sur dur. Voilà. Un petit peu comme si un gars devenait très fort en double juste à cause de son niveau de simple. Voilà, sans faire les efforts pour essayer de s'adapter au double et de modifier un petit peu son jeu. Il a notamment un chiffre qui met en avant sa force mentale, et c'est vraiment moi ce qui m'a marqué dans sa carrière, c'est toujours cette capacité à sauver les balles de break, à remporter les tie-break. Et ben, en tout cas, les chiffres sont là, avec 68% de balles de break sauvées, donc quasi équivalent à Isner et Karlovic, et devant Roddick et Federer. Et puis en termes de tie-break remporté, il est juste derrière Djoko et Federer avec 63% de tie-break remporté. Donc tout ça, c'est des chiffres qui viennent appuyer aussi cette capacité à être bon dans les bons moments. Voilà. Après, et puis, tu sais, il avait pour moi, en dehors de sa première balle, mais ça, des joueurs qui ont des bonnes premières, il avait une seconde. En fait, c'est sa seconde, c'est vraiment sa seconde balle qui était extraordinaire. C'est comme s'il avait deux premières balles. Et puis, quand je l'ai vu arriver Sampras, je suis légèrement plus âgé que lui, mais je l'ai quand même vu arriver on est arrivé à peu près en même temps. Il avait une décontraction. À l'époque, il était relax, quoi. Voilà, il était relax comme gars. Et quand il jouait, et son tennis ressemblait à sa personnalité qu'il avait en dehors, tu vois, dans les vestiaires. C'était un gars, il était tranquille. C'est vrai qu'il n'a pas du tout le côté extraverti qu'ont pu avoir tous ces joueurs des années 70, 80 et 90 autour de lui. Alors un peu moins 90, mais voilà, tous les noms qu'on a cités aujourd'hui, hein, les Connors, les Lendl, les McEnroe, les Agassi. Parmi tous ces noms-là, il est plus dans le côté Roger Federer un peu, hein, dans le côté un peu cool, un peu, quoique Roger Federer au début était aussi un peu nerveux, mais non, mais c'est quand même des gars cool dans le vestiaire, tu vois, c'est pas des gars, ça n'a rien à voir. Agassi, on était dans le vestiaire, c'est une star, le gars, quoi. Sampras, pas du tout, ça c'est un mec qui se met souvent un peu en retrait. Un peu moins charismatique, c'est ça, un peu voilà, aussi. Et puis, c'est vrai que j'ai vu faire un truc incroyable, par exemple, avant un match, 5 minutes avant, je le vois arriver avec, il était en train de manger une glace, le gars, quoi. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible ça. Et le gars, tranquille, il se fait sa petite glace, il rentre sur le terrain, il envoie 25 aces et hop, et il revient tranquillou. Tu vois, voilà, donc ça restera un joueur évidemment extraordinaire, mais au départ, on parle pas de Sampras comme on parle d'Agassi et de Chang, parce qu'il y a Chang aussi qui est légèrement plus jeune et qui a déjà gagné Roland Garros. C'est avant que Sampras aille vraiment tout en haut. On mise quand même beaucoup plus sur Agassi et sur Chang. Et finalement, Sampras va quand même les dépasser. Et puis mais il y aura aussi tous ces duels avec Agassi qui resteront magiques. Voilà, d'ailleurs, c'est pas contre Agassi qui gagne son dernier grand chelem en finale de l'US Open. En finale de l'US Open, hein, comme un symbole d'une rivalité historique. Et à l'époque, la rivalité, elle est là, elle n'est pas forcément toujours saine, alors qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a un immense respect. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle paraît saine, alors que peut-être qu'à l'époque, elle n'était pas forcément. Elle n'était pas forcément. Encore une fois, parce que c'est deux personnalités tellement différentes. Agassi, c'était le kid de Las Vegas, la star, et Sampras, c'était le gars beaucoup plus réservé. Voilà, et leurs affrontements tennistiques ont été par moments grandioses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de respect. Après, on n'a pas eu, moi, ce que je regrette un peu dans ces affrontements, c'est que je n'ai pas de souvenir de Sampras Agassi sur terre battue. Il n'y a pas eu d'affrontement comme ça. En tout cas, moi, je ne m'en rappelle pas. Donc, ça ne m'a pas marqué. Bon, on va finir avec le numéro 4, avec Björn Borg. Alors, ça se trouve, tu n'as pas mis Björn Borg, toi. Hein. Ça se trouve, tu as mis Rafa. Joko. Tu as mis qui en 4 J'ai mis Rafa. Oh là là, il a mis Rafa en 4. Et non, j'ai mis Borg comme toi. Tu as mis Borg comme moi. Pour moi, j'ai mis Borg devant. Alors, tu vas me dire, il a 11 grands chelems. Justement, je vais te donner mon argument principal parce que c'est le principal et l'essentiel. C'est sa carrière courte. C'est-à-dire qu'il a eu tout ce palmarès-là en prenant sa retraite à 26 ans. Donc là, la question, c'est que serait-il advenu de Borg s'il avait joué ne serait-ce que 15 ans. Voilà. Donc là, en fait, et j'ai même regardé, parce que
il a même eu une carrière vraiment de haut niveau qui n'a duré que 8 saisons, hein, de 74 à 81. Le reste, bon, il met une année avant d'arriver au plus haut niveau, et puis à partir de 81, il ne gagne plus rien. Donc c'est quand même. Ça tu as raison, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'il n'a pas joué en Australie. Et il n'a pas joué en Open d'Australie. Voilà. Donc, même pendant ce temps-là, il ne joue pas en Australie. Voilà. Donc, c'est évidemment incroyable. Le deuxième élément qui me paraissait important, c'est que il va faire ce que peu de joueurs ont réussi à faire. Et lui, il va le faire plusieurs fois. Il va faire le doublé Roland-Garros, Wimbledon. C'est ça. Avec 2 semaines d'écart. Non, mais c'est vrai que on en parle aujourd'hui, mais parce qu'on a eu Rafa et Roger. Mais si on met de côté Rafa et Roger encore aujourd'hui, Borg a été le leader incontesté de la terre battue pendant 5-6 ans et le leader incontesté du gazon pendant 5-6 ans. En fait, il a été Roger et Rafa en même temps pendant 5-6 ans. C'est quand même c'est incroyable. C'est incroyable. Et sur dur, il n'était pas loin. Et sur dur, il n'était pas mauvais non plus. Mais paradoxalement, il n'a pas gagné le US Open. Alors, il y a vraiment une année où il aurait vraiment pu gagner, où il perd en 5-7 contre McEnroe, je crois. Bon, ça reste aussi, pour moi, d'abord, c'est grâce à lui que j'ai aussi joué au tennis et que j'ai commencé à regarder du tennis. C'est avec Björn Borg. Si on parle de joueurs emblématiques de ce sport, d'égérie de ce sport, bon, évidemment. C'est la première star du tennis. Voilà, c'est vraiment la première star du tennis. C'est une star mondiale, c'est une rockstar. C'est une rockstar, Björn Borg, quand il est à son sommet. C'est-à-dire qu'il a des groupies qui l'attendent, qui hurlent. Non, mais ça s'était jamais vu avant lui. En plus, ce côté froid, on le surnommait Iceborg. Il avait cette capacité à pas dire un mot pendant tout le match. On avait le sentiment, en le regardant, qu'il ressentait rien, ce qui était évidemment pas vrai. Et puis, il y aura cette carrière très courte, à 26 ans, où il annonce qu'il va s'arrêter, qu'il va revenir. Et effectivement, il revient quelques années après. Ça n'a plus du tout la même saveur parce que, il essaye de revenir avec des raquettes en bois et il s'aperçoit très vite que les raquettes ont évolué et qu'avec des raquettes en bois, il pourra de toute manière pas être performant. Donc, l'année d'après, il abandonne ses raquettes en bois pour jouer avec des raquettes modernes, mais ça va guère mieux puisque d'ailleurs, il ne gagnera pas un match de tous les tournois qu'il va jouer. Et il me semble que le dernier match qu'il fait, il perd contre un bon joueur qui s'appelait Goran Perpic, qui était un très bon joueur croate, yougoslave à l'époque. Et il se prend une raclée et il décide de raccrocher, quoi. Voilà. Mais ça restera la première star et une icône du tennis. Voilà. Quoi qu'il arrive, Borg restera une icône du tennis. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, partout où il va, il est encore reconnu. Voilà, on lui a encore là, il était encore à Marbella, c'est lui qui remettait la coupe. Voilà, pour permettre aussi à son fils de jouer. Il est pour l'instant vu comme le fils de Borg. Et voilà, je crains, on verra, je dis peut-être le contraire, mais c'est un poids qui sera quand même, j'imagine, assez lourd. C'est aujourd'hui, si tu veux, comme si dans le foot, il y avait le fils de Maradona qui jouait, quoi. Voilà, pour moi, ce sera à peu près similaire. Tout à fait, exactement. Voilà. C'est un nom qui est mondialement connu et qui le restera pendant des décennies parce que Borg a marqué vraiment, vraiment l'histoire du tennis. Tout à fait. Pour l'instant, il passe les générations. On verra à quel moment ça s'épuisera, mais c'est vrai que pour le moment, il passe les décennies tout en gardant son aura. Björn Borg. Ouais, extraordinaire. Moi, il m'a donné envie en tout cas, il m'a donné envie de faire cette carrière et aimer le tennis. Voilà. En fait, tu vois, c'est marrant les passages de témoins parce que Borg te donne envie de jouer au tennis. Tu joues au tennis. Moi, je te vois jouer au tennis, tu me donnes envie de jouer au tennis, je ne joue pas au tennis. Ouais, mais toi, c'est pour d'autres raisons. J'aurais pu jouer. C'est ta tenue de balle. Tu as un problème de tenue de balle, qu'est-ce que je te dise? Ça se travaille. En tout cas, merci Rod pour cette émission. Et puis, rendez-vous très vite. Juste avant Roland-Garros, on va essayer de faire ça, la petite semaine avant Roland-Garros, avec notre Big Three. Dans quel ordre on aura mis le Big Three? On a les mêmes, mais dans quel ordre? C'est ça. On a les mêmes, mais dans quel ordre? C'est ça qui va être intéressant. Après, on n'aura pas le même. C'est ça. Je suis quasiment sûr qu'on n'aura pas le même ordre. Voilà. Mais c'est pour ça que tu te trompes. De toute façon, tu vas te tromper. il est magique. Bon, merci en tout cas pour cette belle émission. Merci à tous les joueurs surtout. On a cité aujourd'hui de nous avoir procuré toutes ces émotions
durant des décennies. Moi, j'espère qu'il n'y en a pas trop derrière leur écran qui ont bondi en se disant ah, mais c'est n'importe quoi. Non, mais comment il a pu le mettre à cette place-là? On va voir. Quand ce sera posté, on verra les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à répondre et nous dire mais non, mais n'importe quoi, mais lui, mais vous avez craqué. C'est très bien, mais dites-nous. On peut être un peu has-been, hein, moi, Tout à fait. Merci à tous en tout cas. À très bientôt sur Tennis Break News. Ciao, ciao. Bye bye.